Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes avec Monsieur Herké dans le cadre du cycle Votre futur métier qui sont des interviews d'anciens diplômés nous présentant leur métier. Alors Monsieur Herké, merci pour votre présence. Quel est votre parcours académique? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. C'est toujours chouette de revenir dans son université, sa première université, même si c'est virtuellement, malheureusement, cette fois-ci. Mon parcours académique, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque une licence en sciences physiques. Maintenant, c'est l'équivalent d'un master, sauf qu'à l'époque, c'était en 4 ans, aujourd'hui, c'est en 5. Avec une option qui, je pense, existe toujours, qui est l'option physique théorique. Donc, la partie la plus orientée recherche de la physique. Et j'ai fait ça aux alentours de 2000. J'ai fini en 2003 à l'Université de Mons. Et ensuite, j'ai été faire un doctorat à l'UCL jusqu'en 2008, toujours en physique théorique, plutôt orientation physique des particules, donc plutôt l'infiniment petit. Et puis, j'ai continué encore un petit peu en recherche à l'étranger. Donc, j'ai travaillé 2 ans, 3 ans en plus aux Pays-Bas dans un institut de recherche en tant que postdoc. Voilà. Ok. Alors, où travaillez-vous actuellement? Donc, actuellement, je travaille dans une société qui s'appelle B12 Consulting, que j'ai fondée avec des amis et associés il y a quelques années de cela. On a fondé en 2012 la société. Entre-temps, j'avais fait un petit intermède dans une autre société privée qui s'appelle McKinsey. Et j'ai donc fondé avec Vincent et Geoffroy B12 Consulting en 2012. Alors, B12 Consulting, c'est une société c'est une société de services, donc c'est une société qui va fournir des services principalement à d'autres entreprises, donc on est une société dite B2B, qui est spécialisée dans 2 choses, qui est spécialisée dans le développement de logiciels sur mesure, donc on va développer de nouvelles applications sur votre smartphone, des applications web, enfin peu importe, différents types d'applications, et on va développer ces applications pour des sociétés qui ont des besoins très spécifiques, pour lesquels il n'existe pas a priori pour l'instant d'outils existants. Donc c'est du développement sur mesure. Et autre axe de service, c'est tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle et donc le développement d'algorithmes apprenants et d'algorithmes intelligents. Et la société regroupe aujourd'hui une trentaine de collaborateurs à Louvain-la-Neuve. Voilà. Ok. Alors, quel est votre métier actuel donc, au sein de la société B12? Donc, en tant que fondateur, je suis resté aussi un des dirigeants de la société. Donc, on est 3 dirigeants avec un statut relativement équivalent, mais donc il y a des activités vraiment en tant que dirigeant, hein, on peut y revenir après. Mais je garde aussi, comme on est une petite société, disons que l'emploi de dirigeant n'est pas à temps plein. Et donc, je garde des activités, d'une part, en tant que gestionnaire de projet. Donc, je gère certains projets dans la société directement. Et on a aussi des project managers, des gestionnaires de projets en plus que nous, mais nous-mêmes, nous sommes amenés à toujours gérer certains projets personnellement. Voilà, comme j'ai une formation scientifique et c'est quelque chose que j'aime faire, je continue à travailler un petit peu en tant que, on dit data scientist, hein, le mot à la mode. Donc je travaille encore en tant que data scientist moi-même sur certains projets, moins aujourd'hui qu'hier, donc voilà, et de moins en moins vraisemblablement avec la taille de la société qui grandit, mais donc j'essaye de garder un petit peu mes mains dans le code et je dirais proche des données parce que c'est un peu ma formation première. Voilà. Ok. Alors, quelles sont les missions principales de votre métier? Alors, si je me focalise sur l'axe dirigeant, parce que c'est clairement l'axe qui m'occupe le plus aujourd'hui, il y a beaucoup de missions. Hein. Dirigeant d'entreprise, ça fait beaucoup de choses et ça fait aussi plein de choses que a priori, personne d'autre n'a envie de faire dans la société. Donc, dirigeant, c'est pas juste celui qui dit à tous les autres ce qu'il doit faire, mais c'est aussi celui qui prend en charge toutes les tâches qui, a priori, n'ont pas de gestionnaire ou de responsable attitré. Et donc, ça va aller de choses qui relèvent de la gestion quotidienne, hein, de la finance, de l'administration, des relations avec, je sais pas moi, des comptables, relations avec voilà, toute une série de choses plus ou moins amusantes,
Aussi beaucoup de gestion des ressources humaines. Donc, on a une office manager qui est officiellement en charge des ressources humaines, mais je dirais que la gestion soft des talents, donc voilà, aider un petit peu chacun à se développer au mieux, s'épanouir au mieux dans la société, ça relève aussi de mes responsabilités. Donc ça, c'est, je dirais, tout ce qui relève de la gestion quotidienne. Et puis, plus spécifiquement, je suis aussi en charge de la définition et de l'implémentation de la stratégie de la société, donc définir, OK, qui on est, qu'est-ce qu'on fait et éventuellement comment ça évolue dans le temps, ainsi que beaucoup d'activités commerciales. Donc, je suis responsable d'une grande partie de ce qu'on appelle le business development, donc le fait de trouver des nouveaux clients, simplement, et une fois qu'on les a trouvés, de les convaincre qu'on est le bon partenaire et d'aller jusqu'à entamer des projets avec eux. Souvent, une fois que le projet commence, ben, la majorité du temps, je passe la main, certains projets, je les garde. Et puis, bah, pour arriver à trouver des clients, il faut faire de la communication, il faut faire du marketing, il faut faire plein de choses. Et donc, c'est un métier qui est très, finalement, qui est extrêmement polyvalent. Voilà. Ok. Alors, est-ce que vous pourriez décrire votre journée professionnelle type ou une journée Une professionnelle? journée professionnelle type. Alors, je vais essayer de décrire plutôt une journée professionnelle type pré-Covid parce que ça a énormément changé depuis. Et surtout, il n'y a pas vraiment de journée type depuis parce que voilà, en fonction des aléas sanitaires, on va faire une chose ou plus l'autre. Donc, je vais plutôt reprendre une journée type avant le Covid. Alors, je vais conduire mes filles à l'école parce que c'est quelque chose que ouais, j'ai deux filles et j'essaye en tout cas, d'avoir ce moment-là avec elles. Donc, je m'occupe un petit peu d'elles le matin et puis je vais les conduire à l'école. Et donc, je commence en général ma journée aux alentours de 8h30, 9h. Ça m'arrive régulièrement de me lever beaucoup plus tôt que ça, donc de me lever vers 4-5 heures du matin, parce qu'ainsi j'ai le temps de 4-5 heures jusqu'à ce que quand mes filles vont se lever, j'ai le temps de lire quelque chose que j'ai pas eu le temps de lire ou de faire quelque chose d'un peu compliqué que j'ai pas eu le temps de faire à un autre moment. Mais voilà, donc vers 8h30, je commence officiellement ma journée, en tout cas on peut commencer à me contacter. Les premières minutes, les 30 premières minutes, parfois ça va jusqu'à 1 heure, sont vraiment consacrées à reprendre contact avec l'équipe. Et donc vraiment, on a ce qu'on appelle des touch base, donc c'est des petits meetings officiels. Alors, il y a différentes équipes chez nous, et donc moi je participe un peu aux différents touch base. M'assurer que tout le monde sait ce qu'il ou elle a à faire, comment cette personne va y arriver, et surtout se sentir en confiance par rapport à ça. Donc il y a vraiment une reprise de contact avec toutes les équipes pour savoir un petit peu comment eux voient leur journée et comment moi je peux les aider à mieux réaliser leur journée, parce qu'il faut aussi se rendre compte qu'un métier de dirigeant, bien plus que de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, le vrai métier de dirigeant, c'est de s'assurer qu'ils sont en capacité de le faire. Et donc, c'est en fait une aide. Enfin, moi, je me vois en tout cas plutôt comme quelqu'un qui va mettre de l'huile dans les différents rouages de la machine, plutôt que vraiment quelqu'un qui commande. Donc, il y a vraiment cet aspect d'être en contact avec toute une série de personnes. Et puis, ben, voilà, souvent ça dure jusqu'à 9h30, 10h. Et puis, j'ai souvent, le reste de ma journée, ce sont des meetings principalement, des meetings avec des clients présents ou futurs, et des réunions de management un peu plus officielles. Ben, par exemple, le recrutement, je fais encore beaucoup de recrutement, des évaluations en interne, des meetings d'organisation, comment va-t-on organiser telle ou telle tâche. J'interviens aussi, comme je l'ai dit, bah, parfois sur des projets. Donc, je vais souvent, quand des projets sont bloqués ou quand j'ai une expertise peut-être un peu plus spécifique qui permettrait de débloquer certaines choses, j'interviens directement dans des projets. Ça me porte en général, ça dure plus ou moins toute la journée, ce que je viens de décrire. Sur l'heure de midi, chez B12, on a un peu la tradition d'essayer de prendre des belles pauses de midi. C'est une tradition, et donc chacun fait un peu ce qu'il veut. Moi, hier, par exemple, j'étais au bureau et j'ai été courir, voilà, on était courir 1 heure avec les 2 employés qui étaient là. Normalement, on est 30, mais on était que 3. Et donc, on a été courir un peu à 3 autour du lac à Louvain-la-Neuve. Et puis, en général, j'essaie de travailler jusqu'à 18h, en tout cas d'être joignable jusqu'à 18h. Un petit peu plus tôt lorsque j'ai la chance de pouvoir aller chercher mes filles à l'école. J'y vais au moins une fois par semaine. J'essaye 2, mais en général, c'est une. Et puis parfois plus tard, voilà, quand il y a des situations, on est dans le consulting, donc c'est un métier qui est parfois un petit peu stressant, parfois un petit peu intense, et donc ça peut se terminer un peu plus tard. Et puis j'essaye vraiment de déconnecter. Et traditionnellement, ben, voilà, souvent je fais des jeux de société ou je suis un peu fan de cinéma, donc je regarde un film ou je lis un bouquin.
idéalement, je déconnecte. En pratique, voilà, je garde toujours mon iPhone pas trop loin en cas de souci, mais en règle générale, je ne travaille pas très souvent le soir. Voilà. Ok. Ah ben, merci. Alors, ben, pour ce métier, à votre avis, quelles sont les compétences nécessaires? Alors, comme c'est un métier polyvalent, a priori, il y a différentes compétences. Pour le métier, je dirais, hardcore, qui est mon travail en tant que data scientist, c'est pour ça qu'on a fondé la société. Clairement, les compétences que j'ai acquises lors de ma licence en physique, les compétences dites dures, hein, les hard skills en anglais, donc tout ce qui est les maths, beaucoup plus qu'on peut même imaginer. Je veux dire, le fait de pouvoir manipuler la langue mathématique facilement pour modéliser, pour structurer une réflexion et ainsi de suite. Donc j'utilise beaucoup les maths et ça va, oui, d'aspects de l'analyse, des statistiques, des probabilités, toutes les compétences en programmation, ben voilà, toutes ces compétences dures. Et toutes les compétences dures aussi autour vraiment des capacités d'analyse. Donc, résoudre un problème complexe en le divisant en problèmes plus simples et ainsi de suite, qui sont toutes des choses qu'on apprend pas mal pendant ces études. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu la chance d'apprendre pendant mes études en physique. De dire, OK, il y a un gros problème compliqué qu'a priori, on ne sait pas résoudre, mais bon, on peut le décomposer, on peut trouver des problèmes plus simples. Et puis, une certaine, je dirais, curiosité, un peu un attrait pour les problèmes qui n'ont pas de solution établie, quoi. Donc le fait de se dire, bah, tiens, ce problème-là n'a pas de solution établie, c'est pas décourageant, que du contraire, c'est plutôt intéressant, et donc voilà, on va s'attacher à trouver cette solution. Donc ça, c'est pour le métier de data scientist. Pour le métier de dirigeant, je pense qu'il faut complémenter ces compétences dures avec des compétences un peu plus soft. Il y a toujours des compétences dures qui sont requises. Je pense à des notions en finance, en économie, en gestion et ainsi de suite, qui restent des compétences dures. Mais il y a aussi toutes les compétences autour du relationnel qui interviennent. Hein. L'empathie, la gestion de conflits. Comme j'ai dit, on est dans un environnement qui reste un environnement complexe. On essaye de résoudre des problèmes complexes rapidement, efficacement. Donc c'est clairement un environnement où il peut y avoir du stress et éventuellement des conflits avec des clients, éventuellement en interne. Et donc, la gestion de ces conflits, c'est important. Être capable d'écouter, parfois simplement. Donc, parfois, je passe 1 heure à écouter quelqu'un et puis cette personne se sent mieux, même si moi, je n'ai pas fait grand-chose, mais au moins, je l'ai écouté et elle s'est sentie écoutée, c'est très important. Et puis aussi, la capacité à déléguer, savoir quoi déléguer, quand déléguer et à qui déléguer. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement apprendre au cours de ces études, peut-être plus en recherche alors, mais c'est aussi quelque chose qui est important. Voilà, ça c'est un petit peu les compétences que je pense être nécessaires à mon métier. Alors moi, j'ai deux petites questions complémentaires avant la dernière question de l'interview. La première chose, c'est qu'est-ce qui vous a amené à vouloir fonder une entreprise? Donc, qu'est-ce qui vous a attiré dans le fait de fonder une entreprise? C'est une très bonne question et peut-être que ma réponse est peut-être un peu différente de ce qu'on peut parfois voir dans la presse. J'ai toujours l'impression quand je lis des interviews d'entrepreneurs, et honnêtement je ne me considère toujours pas aujourd'hui comme un entrepreneur, donc j'ai un peu de décalage par rapport à ça. J'ai l'impression que parfois, dès que berceau, ils avaient l'ambition de créer leur entreprise voilà, moi, il faut savoir que jusque quand j'ai quitté la recherche, c'est-à-dire je devais avoir 28 ans, quelque chose comme ça, je n'ai pas pensé une seule seconde à fonder une entreprise. Mais pas une seule seconde, j'en suis sûr, je n'ai aucun souvenir de ça. Et c'est quelque chose qui me semblait complètement abracadabrant. Voilà. Donc, moi, si j'ai fondé une entreprise, c'est vraiment de l'opportunisme. Il se fait que voilà, j'ai quitté la recherche. J'ai été travailler chez McKinsey, puis j'ai quitté McKinsey pour différentes raisons, et je me suis retrouvé en position d'avoir un peu l'embarras du choix. Hein. Quand on fait des formations en physique, j'ai toujours, quand j'ai des jeunes physiciens qui viennent me trouver en me disant qu'est-ce qu'on peut faire comme métier quand on est jeune physicien, je leur dis a priori vous pouvez rien faire et donc vous pouvez tout faire. C'est une bonne nouvelle. Comme a priori vous n'avez été formé à aucun métier en particulier ou presque. Enfin, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais j'exagère un peu le trait, mais en tout cas, vous n'avez certainement pas été formé très spécifiquement à un métier. Et donc, ça vous donne aussi beaucoup de latitude en termes de ce que vous pouvez faire. Et donc, j'avais beaucoup de choix à l'époque. Et un des choix qui était une pure opportunité et qui s'est présenté à moi, c'est qu'une personne avec qui j'ai travaillé en recherche cherchait à monter un projet aux États-Unis d'une start-up de conseil autour
autour de l'enseignement universitaire. Ils avaient besoin de quelqu'un qui savait coder, je savais coder, ils savaient que je savais coder, voilà. Et donc, au départ, moi, je me suis lancé comme indépendant, simplement parce que je voulais travailler avec des gens aux États-Unis, et que c'était la seule façon de travailler avec des gens aux États-Unis. Et puis, bah, il y a eu un peu trop de travail pour une personne seule, et donc j'ai un peu parlé autour de moi. Il y avait des collègues avec qui que j'avais rencontrés également en recherche scientifique, hein. D'ailleurs, pour la petite histoire, le mot B12, enfin le nom B12, ça vient simplement, c'était le numéro sur la porte de notre bureau, en fait. Les trois fondateurs, on s'est rencontrés dans un bureau, on a fait notre thèse de doctorat dans le même bureau, et c'était juste ce qui a été écrit sur la porte, hein. Il y avait un B14 et un B10, mais c'était entre les deux. Euh, donc le nom vient uniquement de là. Et donc j'ai rencontré ces deux personnes avec qui j'adorais bosser. Enfin, j'avais gardé contact, pardon, avec ces deux personnes avec qui j'adorais bosser. Je leur ai dit, voilà, moi j'ai trop de travail, est-ce que ça vous dirait pas de me rejoindre? Et ils m'ont dit, bah top là, nous, on se voit pas non plus finir notre carrière où on est actuellement. Donc on s'est mis à trois. La meilleure façon de structurer une collaboration à trois, c'est de fonder une société. Donc on a fondé une société. On pensait pas du tout engager des gens, voilà. Il se fait qu'on a eu à nouveau trop de travail pour toi, donc on a dû engager des gens. Et puis une chose en entraînant une autre, 10 ans après, on est 30 et voilà. Mais je ne me suis pas réveillé un beau matin en me disant je vais fonder une grande société qui aura beaucoup de Ok. succès. Voilà. Mais c'est intéressant de savoir le parcours aussi pour arriver à fonder une entreprise. Donc, merci. Et la deuxième question, donc, c'était, vous avez fait un doctorat. Qu'est-ce que le doctorat vous a amené dans votre carrière professionnelle et peut-être dans votre métier actuel? Euh, alors, le premier mot, je dirais, c'est l'indépendance. Donc ça, c'est vraiment une des grandes choses que le doctorat amène, c'est l'indépendance. C'est une indépendance par la force des choses. Moi, je considère que le doctorat, c'est vraiment une expérience professionnelle relevante, quoi qu'en disent peut-être des recruteurs ou quoi, mais pour être passé par là, je pense vraiment que c'est une expérience professionnelle relevante, dans le sens où je ne suis pas sûr que j'aurais pu acquérir autant de compétences en si peu de temps en faisant autre chose. Euh, Après, il y a doctorat et doctorat. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait un doctorat que je considère toujours rétrospectivement fantastique. J'ai eu énormément d'opportunités, j'ai énormément voyagé, j'ai interagi avec énormément de gens. Et finalement, B12, enfin, la société que j'ai créée, n'existerait absolument pas si je n'avais pas fait mon doctorat. Donc, euh, clairement, le doctorat m'a apporté beaucoup de choses. Mais la première chose, c'est clairement l'indépendance. C'est se retrouver confronté à un problème dont personne sur la Terre ne connaît la solution, a priori, et c'est d'être un petit peu livré à soi-même, sans être, voilà, sans juger péjorativement des promoteurs, mais c'est pas le rôle des promoteurs d'être derrière votre dos du matin au soir et de vous dire ce que vous devez faire. Ils sont là pour vous conseiller, vous encadrer, mais c'est vous avant tout qui êtes confronté à votre problème et qui devez faire votre thèse. Et vous devez en 4 ans devenir le spécialiste mondial du domaine. Ça peut être un domaine hyper précis qui n'intéresse personne, peu importe, mais en tout cas, vous allez devenir l'expert mondial de ce domaine-là. Et donc, ça demande beaucoup d'indépendance, ça demande de savoir structurer son travail, ça demande de pouvoir gérer un projet sur du long terme, hein. 4 ans, c'est un projet sur du long terme. Ça demande aussi de pouvoir gérer parfois des personnalités un peu complexes, hein. En recherche, on ne trouve pas que des personnalités faciles à gérer, donc il faut pouvoir interagir et tout. Ça apprend des bêtes choses, hein, mais moi, ça m'a appris à voyager, à organiser mon temps, à booker des chambres d'hôtel, voilà, à préparer des conférences. Ça m'a énormément appris à présenter aussi mon travail. Euh, voilà, donc je pense que ça m'a beaucoup appris. Comme je le dis souvent, j'aurais pas pu trouver une boîte où j'aurais pu passer 4 ans et apprendre autant d'utile aujourd'hui que ce que j'ai appris pendant mon doctorat. Encore une fois, ça dépend du doctorat. Et puis, je pense aussi voilà, qu'il y a des expériences professionnelles qui sont extrêmement valorisantes. Donc, je ne dis pas que tout le monde doit faire un doctorat, loin de là. Mais en tout cas, pour ce que moi j'ai fait, ça m'a beaucoup appris. Ok, eh ben, merci. Alors, donc la dernière question de l'interview, c'est est-ce que vous avez des conseils de type insertion professionnelle à donner aux étudiants qui vont peut-être finir leurs études ici en juin ou en septembre, donc des conseils à faire ou à ne pas faire, Ouais. voilà. Alors, moi, je me réfère toujours à une théorie qui porte un nom, mais j'ai oublié le nom, qui est une théorie de trois cercles, ça porte un nom japonais qui m'échappe toujours, mais peu importe. La théorie est la suivante, c'est que le métier dans lequel vous allez vous épanouir, c'est un métier qui est à l'intersection de trois choses, qui est à l'intersection de ce que vous savez faire, à l'intersection de ce qui vous passionne, de ce que vous avez envie de faire, et à l'intersection de ce que la société au sens large autour de vous a besoin. Okay. Et ces trois choses sont pas nécessairement, il faut réaliser que ces trois choses ne se superposent pas. Donc,
c'est pas parce que vous êtes bon à quelque chose que vous êtes nécessairement passionné par ça, et c'est pas nécessairement pour ça que la société en a besoin. Mais par contre, il faut essayer de trouver quelque part une intersection entre ces trois cercles-là, en sachant que vos journées ne seront pas remplies de cette petite intersection. Il y aura toujours des choses que vous ferez parce que vous êtes très bon et tout le monde le sait, mais que franchement, c'est pas ce qui vous passionne. Il y aura des choses que vous ferez parce que la société autour de vous en a besoin, et quand on fonde une société, ben, on a des clients, ces clients ont des besoins. Parfois, le besoin, c'est pas ce qui me passionne, mais, ou parfois même, c'est même pas ce pourquoi je suis très bon, mais je sais qu'ils en ont besoin, et c'est un argument suffisant pour le faire. Et donc, il faut essayer de trouver un équilibre entre ces trois notions-là. Ce que je sais faire, et ça, il faut parfois demander un peu les gens autour de vous comment ils vous perçoivent. Et tiens, si tu devais dire ce que je suis vraiment bon à faire, tu dirais quoi? Vous pouvez être très bon en technique, par exemple, ou vous pouvez être un très bon orateur, vous pouvez être, voilà. Ce qui vous passionne, ok, si on retirait toute autre contrainte, qu'est-ce que vous auriez envie de faire de vos journées? Et objectivement, essayer de faire une analyse un petit peu sociétale, de se dire, OK, de quoi la société a besoin. Et ce n'est pas nécessairement économique, ça peut être de quoi a-t-elle besoin, voilà. Résoudre le problème du changement climatique, ça c'est un vrai problème dont la société a besoin. Ce n'est pas économique, mais c'est un problème dont la société a besoin. Et donc, c'est de se dire, OK, j'ai ces trois choses-là et j'essaye d'équilibrer au mieux ces trois choses-là pour trouver mon futur métier. Ça, je pense que c'est une bonne façon d'aborder le problème. Voilà. Ça, c'est le premier conseil, c'est cette théorie des trois cercles. Et puis le deuxième conseil, en tout cas, moi c'est un conseil qu'on m'a donné il y a très longtemps et que j'ai toujours appliqué et que je ne regretterai jamais. Choisissez les personnes. Choisissez pas le job, choisissez les personnes avec qui vous allez travailler. Très, très, très souvent, les gens choisissent avant tout un job. Et c'est normal parce qu'au début, c'est très difficile de connaître les personnes avec qui vous allez travailler, vous ne les connaissez pas. Et donc, la seule chose que vous pouvez juger, c'est du job sur la description du job. Enfin, voilà. Je pense sincèrement que c'est une erreur de s'arrêter à la description du job. Bien sûr, la description du job est importante pour les raisons que je viens d'évoquer, mais ce qui est encore plus important, c'est de travailler avec des gens avec qui vous avez vraiment envie de passer 8 ou plus heures par jour. Et ce n'est pas trivial comme question. Donc, je pense vraiment que, par exemple, lors d'une interview, je suis parfois surpris de voir, j'interviewe énormément de gens, et je suis parfois surpris de voir des jeunes diplômés ne poser strictement aucune question sur l'équipe, en fait. Et donc, ils posent parfois des questions très techniques sur, OK, qu'est-ce que je dois savoir faire? Est-ce que vous allez m'offrir des formations? Et ainsi de suite. Mais moi, je leur pose parfois des questions sur leur hobby, sur ce qu'ils aiment faire, sur qui ils auraient envie de rencontrer, enfin voilà, des choses comme ça. Et j'ai très rarement ce type de questions en retour, en fait. Or, je pense que c'est vraiment essentiel d'aussi poser des questions à la personne en face de vous pour vous dire, à la fin d'une interview ou à la fin du cycle d'interview, vous devez être capable de dire est-ce que j'ai envie de passer 8 heures par jour pour X années avec la personne en face de moi ou les personnes en face de moi. Et honnêtement, si la réponse est oui, je rêve de travailler avec ces gens-là parce que c'est des gens qui ont l'air chouettes et leurs valeurs collent avec les miennes et ainsi de suite, je ne vais pas dire peu importe le job, parce que forcément il faut quand même faire un job qu'on aime, mais le job devient très secondaire. Finalement, vous faites un job parce que vous travaillez avec des gens avec qui vous aimez travailler. Moi, j'ai fondé une société sans savoir ce qu'on allait faire, sans savoir comment on allait se structurer et tout ça, juste parce que je connaissais deux personnes avec qui j'avais envie de bosser. Voilà. Et donc, l'humain est venu avant vraiment l'aspect économique ou l'aspect stratégique. Et je pense que ça, c'est vraiment un conseil. Essayez de déterminer si vous avez envie de bosser avec les gens en face de vous lorsque vous êtes en interview. Voilà. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour ces conseils et puis pour votre partage d'expérience. Alors, je vais proposer donc aux étudiants présents soit de poser une question via le fil de conversation, soit en levant la main et je donnerai la parole à ce moment-là. Alors, eh bien, Monsieur Fournier, vous pouvez allumer votre caméra et votre micro et prendre la parole. Vous me voyez bien? Oui, oui, très bien. Ok, super. Donc tout d'abord, bonjour et merci pour l'interview qui était très pertinente. En fait, donc je me présente, je suis Arnaud Fournier, je suis étudiant en Master 2 à Warhockey, donc en ingénieur de gestion. Et là, je suis en train de faire un mémoire sur les différents types d'accompagnateurs, comment ils peuvent aider les entrepreneurs. Et c'est pourquoi j'avais cette question précise. C'est, avez-vous été accompagné durant votre processus? Et si oui, par quel type d'accompagnateur et comment ont-ils pu vous aider à réussir dans votre projet?
C'est une très bonne question. Alors, est-ce que j'ai été aidé? Oui. Ça, je veux dire, quelqu'un qui a fondé une société qui vous dit qu'il n'a pas été aidé, il ment, de toute évidence. Dans mon cas précis, ça a été une aide très informelle. C'est-à-dire, ce que j'ai eu, c'est des mentors, et ce que j'ai toujours aujourd'hui, c'est des mentors. Donc, j'ai des gens avec qui j'aime bien aller prendre un lunch, enfin, quand les restaurants sont ouverts, et avec qui j'aime bien avoir une bonne discussion régulièrement. Voilà. Avec qui j'aime bien confronter mes problèmes, à qui j'aime bien dire, écoute, là, je suis bloqué, j'ai tel problème RH, je ne sais pas comment, ce que je dois faire, et ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment des personnes ressources, je ne sais pas comment il faut le dire, mentor, je trouve que le terme mentor est plutôt pas mal, avec qui j'aime bien interagir. Ce n'est pas du tout formalisé. Ils ne sont même pas membres de mon conseil d'administration ou quoi que ce soit. Ce sont juste des gens avec qui j'ai apprécié interagir dans le passé et à qui je vais poser des questions. Et il se fait qu'avec le temps, l'expérience, je suis aussi moi-même devenu un mentor de personnes un peu plus jeunes qui viennent aussi me trouver et poser des questions. Alors, pour répondre à la question plus précisément, est-ce qu'on a été accompagné spécifiquement? Honnêtement, sur les aspects soft, non. Parce que je pense que c'est ces mentors qui ont fait un peu office de ça. Sur des aspects plus spécifiques et techniques, je pense tout ce qui est finance, comptabilité et ainsi de suite, par exemple, oui. Donc clairement, par exemple, on a eu une bonne comptable, on a eu très tôt, on a eu une bonne juriste. Et donc voilà, c'est tous des métiers. Alors, leur métier, c'est pas accompagnateur en entrepreneuriat ou en gestion d'entreprise, c'est plutôt accompagnateur. Enfin, c'est leur métier d'être dans la compta ou d'être dans les aspects juridiques ou quoi. Mais je pense que c'est clairement, surtout quand on vient d'un domaine scientifique comme le mien et on connaît rien du tout au droit social ou on connaît rien du tout à la compta a priori. De façon assez marrante, j'avais travaillé chez McKinsey, donc j'avais fait plein de corporate finance. Donc, je pouvais comprendre la balance sheet d'une société multinationale, mais je ne pouvais pas nécessairement faire une déclaration TVA en Belgique, quoi. Donc, c'était un peu, parfois, il y a un gap entre, entre ce qu'on apprend dans son métier et ce qu'on a vraiment besoin après. Et donc, oui, on s'est fait accompagner par des personnes qui avaient une vraie expertise dans un sujet donné, qui nous ont beaucoup accompagnés sur ces choses-là. Maintenant, sur la gestion d'entreprise, il y a un peu des écoles. Je pense qu'il y a clairement des très bons coachs en création d'entreprise. Voilà, il y en a. Maintenant, personnellement, je challenge toujours un petit peu le fait. Je pense que c'est aussi intéressant de faire appel à des gens qui sont passés par là. Ce que je regrette parfois un petit peu dans l'écosystème des coachs et l'écosystème de l'accompagnement d'entreprise, et je ne vise personne, mais même dans le public, de plus en plus, l'administration se dit qu'elle va aider des jeunes à fonder des entreprises. C'est très bien, mais parfois, pour donner un conseil, c'est aussi bien d'être passé par là soi-même. Et donc, il y a un peu des conseils théoriques, par exemple, que j'entends qui ont été donnés à des jeunes entrepreneurs. Je me dis, oui, ça c'est très bien théoriquement, mais en pratique, c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Et donc, voilà, je pense que le secteur de l'accompagnement, c'est un secteur qui est en plein boom en plus, hein, parce qu'il y a de plus en plus de startups, donc il y a de plus en plus d'accompagnement de startups. Mais au-delà de ces accompagnements qui peuvent être de très bonne qualité et parfois un peu moins bons, il y a à boire et à manger comme dans tout domaine, ces accompagnements formels, je pense qu'il faut surtout avoir des personnes ressources qui sont passées par là, qui parlaient. Et il y a des choses comme il y a des réseaux d'entrepreneurs et ainsi de suite, ça peut être intéressant d'aller dans ces réseaux. Et puis aussi se faire accompagner par des métiers techniques, compta, juridique et ainsi de suite, qui sont très bons dans leur domaine. Voilà. Ça, ouais, merci beaucoup. Mais c'est un peu ce que j'ai lu aussi dans les différents articles que j'ai lus, c'est que on reprochait souvent de se faire accompagner par des gens justement qui ont un diplôme en gestion ou des choses comme ça, mais qui n'ont pas vraiment, qui sont pas vraiment passés par là. Et justement, pendant mon stage, j'ai accompagné un créateur qui a eu la chance donc du coup de créer son entreprise et qui maintenant est pas mal, est pas mal. Et en gros, c'est ça, il me disait que le souci, c'est que quand il se faisait aider, ben on lui proposait des choses et de ça, mais il n'a pas assez été aidé par des accompagnateurs qui ont vraiment vécu ce qu'il est en train de vivre. Et du coup, il me disait, ben là, actuellement, je pense que je peux aider des gens, malgré sa faible expérience, comme il le dit, car justement, j'ai eu pas mal de problèmes à ce niveau-là et que maintenant, je peux aider, quoi. Donc, Parce qu'il je vous rejoins faut là-dessus. bien se rendre compte que si les entreprises échouent, parfois c'est pour des raisons
classique, hein, un mismatch avec le marché. Enfin, bon, il y a plein de raisons classiques qui sont énumérées pour échouer. Mais l'aspect humain est quand même super important. Et donc, j'ai beau faire un super business model Canvas, j'ai beau faire enfin, voilà, des choses théoriquement très très bien et je coche toutes les cases de ce qu'on doit faire quand on lance une société et ainsi de suite. Au final, y a des problèmes où le soir, je me retrouve seul face à mon problème, qu'il n'y a aucun livre qui va me donner la solution, je ne sais pas quoi faire. Et honnêtement, un accompagnateur qui n'a pas été confronté à ça, je ne sais pas comment il pourrait trouver la solution. Voilà. Donc je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. Maintenant, il faut aussi savoir qu'en Belgique, vous pouvez, avec n'importe quel diplôme universitaire, vous pouvez fonder une société. Hein, on ne vous demandera rien d'autre qu'un diplôme universitaire ou un diplôme équivalent en gestion. Et que c'est clairement pas assez, même pour connaître le b.a.-ba. Et donc, pour apprendre ce b.a.-ba, parfois, ça peut être pas mal aussi de se faire accompagner. Ouais. Ça va, merci beaucoup en tout cas. Merci pour la question. Alors, est-ce que une autre ou un autre étudiant a une question? Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à poser votre question dans le fil de conversation. Voilà, je donne la parole à Madame Bella. Vous pouvez mettre votre caméra si c'est possible. Voilà. Est-ce que vous me voyez? Voilà, maintenant, je crois qu'on va... Ok. Merci à vous deux, à tous les deux, pour cette belle réunion. Alors, effectivement, je rejoins ce que vous avez dit. Donc, moi, j'ai fait un master en physique. Donc, effectivement, en physique, quand on a fait des études de physique, on se rend compte qu'on ne sait pas faire, entre guillemets, grand-chose. Hein. Et donc, ma question à moi, ce serait plutôt, ben voilà, si on reprend les conseils que vous nous avez donnés pour voilà, le travail qu'on a envie de faire, à quel moment, finalement, on peut se dire, OK, j'ai une idée de ce que je veux faire, je sais plus ou moins comment le faire, à quel moment est-ce que je peux me dire, OK, là, je peux me lancer et faire ma société? Ou est-ce que finalement, ce moment-là, il n'y en a pas et il faut, entre guillemets, se jeter à l'eau? C'est une bonne question. Déjà, c'est une question qui n'est pas tout à fait la même en fonction de ce que vous avez de faire. Donc, pour moi, il y a deux grandes catégories de sociétés qu'il faut distinguer, les sociétés de services et les sociétés de produits. Okay. Mmh. Et même si au final, l'objectif est le même, c'est-à-dire répondre à un besoin d'un client, quel qu'il soit, l'approche temporelle des deux est assez différente. Une société de service, comme moi j'ai fondé, en fait, je dirais que dès que vous avez un premier client, vous pouvez commencer votre société. Ouais, en grosso modo. Commencer une société sans avoir de clients, vous pouvez vous dire, je me donne 1 mois, 2 mois, 3 mois pour en trouver. Ok, mais de toute façon, il n'y a pas un euro qui va rentrer tant que vous n'avez pas trouvé de client. Mais honnêtement, si au bout de 3 mois, vous n'avez pas trouvé un client, il vaut mieux arrêter de faire du service. C'est qu'a priori, il y a un problème. Donc, je dirais que pour des sociétés de type service, c'est quasiment au même moment. C'est-à-dire que dès que vous avez identifié une demande, vous pouvez lancer votre société. Inversement, lancer votre société avant d'avoir identifié une demande claire d'un client, c'est un peu compliqué dans le service. Dans le produit, c'est un peu différent, parce que le problème, c'est que c'est difficile de savoir si votre produit va correspondre à une demande tant qu'il n'existe pas. Alors, il y a des techniques pour ça, mais ce n'est pas si évident que ça. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sonder le marché, on va poser des questions, mais vous n'aurez jamais de certitude, parce qu'aucun client ne va vous dire oui, j'achète, tant que le produit n'existe pas. Et donc, il y a une différence de temporalité qui peut être très courte parfois, et il faut qu'elle soit la plus courte possible, mais qui va souvent quand même s'étendre sur plusieurs années. Entre le moment où vous décidez de fonder votre société, vous allez chercher des investisseurs, vous créez un produit, et le moment où vous avez votre premier euro en vendant votre produit, dans le meilleur des cas, si vous êtes vraiment très bon, vous allez avoir 6 mois. Et dans la majorité des cas, si c'est un produit technologique, par exemple, vous allez vous retrouver avec 1, 2, 3 ans. Et si vous faites dans le pharma, le temps de faire approuver votre truc, vous êtes parti sur 5 ou 10 ans. Donc, c'est des échelles temporelles qui sont totalement différentes. Et où là, il y a une gestion qui est différente. Il y a par exemple une gestion des investisseurs. Vous allez devoir trouver des investisseurs parce que pendant des années, vous n'allez pas rester sans salaire. Vous allez devoir avoir des coûts
qui sont dus au développement de votre produit et ainsi de suite. Vous allez devoir payer des salaires, vous allez devoir payer toute une série de fonctions annexes, un comptable, patati, patata. Vous allez devoir payer la construction de votre produit, des prototypes, des choses comme ça. Tout ça, c'est beaucoup d'argent et ben, vous n'avez pas encore un client. Donc, vous allez devoir chercher des investisseurs. Et donc, la première tâche, ça va être de chercher des investisseurs. Et donc, peut-être que pour répondre pragmatiquement à la question, c'est est-ce qu'il y a des investisseurs qui sont prêts à investir? Je dirais que si vous n'avez pas d'investisseurs prêts à investir, c'est peu probable que ça vaille la peine de vous lancer, honnêtement. Surtout aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt facile de trouver des investisseurs. Hein, je ne vais pas rentrer dans l'économie, mais les taux d'intérêt sont bas, ce qui veut dire que les investisseurs préfèrent investir dans tout et n'importe quoi plutôt que laisser leur argent sur un compte d'épargne. Donc plus les taux sont bas, plus l'argent est facile pour ce qu'on appelle le venture capital est facile à trouver. Et donc, c'est entre guillemets facile de trouver de l'argent d'un point de vue global. Et donc, si vous n'en trouvez pas, c'est qu'a priori, il faut quand même vous poser des questions. Voilà. Donc, je dirais que la première étape à passer, c'est trouver des investisseurs. Mais très rapidement, les investisseurs, ils vont vous porter pendant 1, 2, 3 ans, premier round, deuxième round, troisième round d'investissement. Et puis, à un moment donné où, peu importe les investisseurs, ce qui compte, c'est les clients. Et donc, il faut être prêt à ça et il faut aller vers ça. Donc, pour répondre précisément à la question, je pense que le bon moment, c'est si vous faites du service quand vous avez votre premier client, c'est probablement une bonne indication que vous pouvez vous lancer. Et le deuxième, c'est si vous faites du produit, je pense qu'il faut, si vous n'avez pas d'investisseurs, c'est peu probable qu'il faille lancer une société. Ok, ça va. Merci. De rien. Voilà, est-ce que un ou une autre étudiante a une question? Si vous en avez une deuxième, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez prendre la parole. Je regarde le fil de conversation. Alors, je vais laisser Émerance poser sa question. Oui, bonjour. Je ne vais pas mettre la caméra pour la simple et unique raison que l'environnement n'est pas adapté ici pour le moment. Donc, tout d'abord, merci beaucoup pour votre interview et pour toutes ces réponses très, très détaillées jusqu'à présent. J'ai une question beaucoup plus large qui fait appel justement à votre connaissance du réseau et du monde de l'entreprise. Est-ce que vous rencontrez régulièrement des entrepreneurs qui sont issus de disciplines, on va dire, encore moins professionnalisantes que la physique? Donc, par exemple, des études en lettres, peut-être, oui, je ne vais pas dire la psycho, mais enfin, c'est professionnalisant la psycho, mais enfin, voilà, ce genre de profil. J'en ai rencontré. D'ailleurs, un de mes cofondateurs, je crois, il vient de la physique, mais il a fait un master en philo aussi. J'en ai rencontré, c'est moins courant que les sciences dures. Il faut être objectif. Hein, si vous regardez les fondateurs de start-up, il y a des stats là-dessus, mais je pense que ça peut. Oui, je pense que ça peut parfaitement matcher. J'ai rencontré, en tout cas, dans le domaine. Alors, c'est vrai que les gens essayent toujours de se ramener quelque part à leurs compétences, parce que, comme j'ai expliqué, il faut essayer de trouver cette intersection. Et donc, moi, c'est vrai que, bien sûr, ce que je fais aujourd'hui, c'est pas de la physique, mais il y a quand même un lien très fort. Data science et physique, c'est quand même des choses qui sont très, très liées. Et donc, par exemple, quelqu'un qui a une formation, j'imagine, j'invente, hein, je ne dis pas un sujet en particulier, mais quelqu'un qui a une formation en philo romane, par exemple, ou en langue germanique, on pourrait imaginer que tout ce qui est autour de la traduction ou autour de la production de contenu sous quelque forme que ce soit dans une langue, voire étirer jusque des choses comme tout ce qui est les problèmes d'intelligence artificielle autour de la question de la compréhension de la langue et ainsi de suite, sont des choses où on va trouver des gens qui sont issus peut-être de filières, tout ce qui est par exemple la linguistique aujourd'hui joue un rôle important d'intelligence artificielle. Et donc on va trouver des gens qui sont issus de ce domaine-là pour fonder des sociétés dans le domaine.
En philo, on trouve toujours des philosophes qui finissent par fonder des sociétés. C'est assez courant, en fait, parce que souvent, ils n'ont pas le choix, un peu comme les physiciens, ils n'ont pas grand-chose d'autre. Enfin, c'est difficile bah, il y a l'enseignement, bien sûr, mais voilà, s'ils veulent vraiment être... On engage rarement un philosophe d'entreprise, quoi. On peut engager un juriste d'entreprise, mais un philosophe d'entreprise... Alors, dans de très grandes entreprises, ça pourrait se produire, mais en tout cas, c'est pas un besoin... on a souvent moins besoin d'un philosophe que d'un comptable, c'est peut-être une erreur, mais en tout cas, c'est la vision du monde économique. Et donc, ben oui, mais on va trouver des philosophes qui font des choses très, très variées. En psycho, il y a toutes des choses autour de la gestion des talents, de la gestion, je déteste le mot, mais la gestion des ressources humaines. J'utilise RH, mais ressources humaines, c'est très moche comme mot, mais voilà, gestion des talents, gestion de l'épanouissement, le bien-être au travail, c'est une question énorme pour l'instant. On le vit encore avec la crise qu'on traverse. Donc, non, on va trouver des fondateurs de tous les domaines, je pense vraiment. Mais c'est vrai qu'il faut être conscient de ces manques, peut-être. Et par exemple, moi, en tant que physicien, très tôt, je me suis posé la question de... J'ai pas du tout été formé à l'aspect gestion relationnelle, par exemple. C'est complètement sorti de mon champ d'enseignement. Et donc, il faut que je me forme à ça. Et donc, très tôt, j'ai essayé de poser beaucoup de questions, de lire beaucoup sur ces sujets-là. Et donc, par exemple, quelqu'un qui... et je connais, par exemple, un philosophe qui a fondé une société. Il m'a dit dès le début, moi, je suis brouillé avec les chiffres. Donc, dès que je fonde ma société, il faut me faire encadrer par un comptable, par quelqu'un qui manipule les chiffres, parce que sinon, je vais aller dans le mur. Donc, je pense que c'est aussi important d'essayer de se faire accompagner pour compenser un petit peu les lacunes naturelles qu'on a de par sa formation. Mais il n'y a de toute façon aucune formation en entrepreneur. Enfin, alors, je vais dire une grosse horreur, mais oui, il y a des formations en entrepreneuriat, mais si on regarde le parcours d'entrepreneur a posteriori, il y en a aussi plein qui viennent de formations en dehors de l'entrepreneuriat. Donc, en tout cas, si vous trouvez quelque chose à l'intersection des trois cercles, je pense que ça vaut la peine de se lancer. Je vous remercie. Voilà, alors, est-ce que une ou un autre étudiant souhaite poser une question ? Que ce soit dans le fil de conversation ou en levant la main. Je suppose qu'il n'y a plus de questions. Donc voilà, déjà, Monsieur Herké, je voudrais vous remercier pour votre partage. C'était très, très intéressant. Ça permet vraiment de voir que tout profil, tout diplôme peut amener à la gestion d'une entreprise et au développement d'un projet professionnel. Et puis, je voudrais remercier aussi les étudiants d'avoir participé et posé des questions. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.